Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on va commencer avec un article sur les échos, article qui a été beaucoup partagé sur ma page Facebook. Il y a eu, à l'heure où je tourne là cette vidéo, on est à plus de 200 partages, donc c'est un article qui a fait grand bruit chez les gens qui me suivent sur la page Facebook, et donc qui concerne le fait que le conseil scientifique avait recommandé la fermeture des écoles jusque septembre, contrairement à la décision du gouvernement de rouvrir, alors progressivement certes, mais de rouvrir quand même les écoles à partir du 11 mai, et donc on a appris en fin de semaine dernière. Juste une petite parenthèse, fais attention quand je te dis fin de semaine dernière, regarde toujours par rapport à la date de sortie de ma vidéo. L'actu va très vite en ce moment, donc fais attention au timing. Et donc c'est en gros, plutôt le week-end dernier, on va dire, qu'on a eu écho de cet avis du conseil scientifique qui recommandait au gouvernement donc, de garder les écoles fermées et les crèches aussi jusqu'à septembre. Et malgré cet avis, on a un gouvernement qui nous a annoncé la réouverture progressive des écoles à partir du 11 mai. Cette fois-ci, le gouvernement se gardait bien de dire qu'il avait l'appui du conseil scientifique. Jusque-là, c'était souvent un des éléments forts du discours du président de la République, notamment, qu'il avait l'appui du conseil scientifique. Cette fois-ci, on n'avait pas un mot sur cet appui. On comprend mieux aujourd'hui pourquoi, puisque le conseil scientifique était tout simplement contre. Toutefois, le conseil scientifique a dit qu'il prenait acte de cette décision politique et a quand même donné une série de précautions à prendre. Pour faire simple, le conseil scientifique a dit « Ok, vous voulez pas nous écouter, on va au moins vous donner des recommandations pour essayer au maximum d'éviter le pire ». Donc parmi ces recommandations, on a bien sûr le port du masque pour les personnels, mais aussi pour les élèves à partir du niveau collège, et les repas à prendre en classe, c'est ce qu'on nous dit en préambule. Donc on a comme ça une série de mesures, comme par exemple aussi le fait qu'il faut au moins 1 mètre entre les tables, entre les élèves, ce qui déjà on le voit, alors c'est pas forcément indiqué dans l'article, mais je l'ai vu dans d'autres articles qui sont sortis après, c'est vraiment un casse-tête pour les équipes pédagogiques, puisqu'on a des classes qui sont vraiment très petites, donc parfois on est bien loin des 15 élèves que le gouvernement souhaiterait avoir dans chaque classe. Il y aura des cas où ce sera beaucoup moins parce que les classes sont exiguës et que si on respecte cette règle des 1 mètre entre chaque table, eh bien on pourra avoir quand même assez peu d'élèves. Le conseil scientifique a aussi demandé à ce que les enfants mangent dans la salle de classe à leur table et non pas dans les cantines. Les parents devront également prendre la température de leur enfant avant le départ pour l'école. Et le ministre Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a indiqué que ce protocole sera vraiment la référence pour tous les acteurs de la préparation de la rentrée. Donc il faudra suivre au maximum ces recommandations pour que ça se passe plutôt bien dans ces écoles. Ça n'empêche pas les gens d'être inquiets, je te le cache pas, moi le premier. Donc on a plusieurs sondages qui sortent, donc là on nous a dit qu'il y avait un sondage qui disait que près de 2/3 des parents affirmaient qu'ils n'enverraient pas leur enfant en classe à partir du 11 mai. Il y a d'autres sondages qui indiquent que c'est la moitié. Bref, dans tous les cas c'est des proportions assez importantes. Et effectivement, moi je suis plutôt de ce côté-là aussi. Maintenant, ce qu'il faut garder quand même en tête, c'est que tous les parents n'auront pas le choix. Ça dépend des métiers que font les parents. Ceux qui télétravaillent peuvent essayer de bidouiller à partir du moment où leur employeur reste assez cool sur les capacités de travail des personnes, puisque quand tu as des enfants en bas âge notamment, c'est toujours assez compliqué. Donc si tu as un employeur qui est moins flexible à ce niveau-là, ou qui impose carrément que tu sois présent, bien sûr, je pense aux métiers en première et en deuxième ligne, comme les éboueurs par exemple, on va en reparler plus tard, ou comme tout un tas d'autres postes, malheureusement ces personnes n'ont pas le choix, donc il y a quand même une inégalité sociologique, c'est pas juste la bonne volonté des parents, il y a des parents qui déjà premièrement peuvent ou ne peuvent pas garder leurs enfants, et dans un deuxième temps, ceux qui peuvent garder leurs enfants, techniquement, auront le choix de les remettre à l'école ou pas. Donc on voit quand même qu'il y a une inégalité sociologique à ce niveau-là. Ensuite, un article sur lagazette.fr
Donc c'est un billet de Jean-François Vigier qui est à la fois maire d'une commune, vice-président d'une communauté d'agglomération, et puis président du groupe UDI, et également, j'ai oublié une dernière casquette, apparentée au Conseil régional d'Île-de-France. Donc bon, voilà, il y a beaucoup de casquettes, et notamment des casquettes à la territoriale. Donc cette personne appelle un profond mouvement de décentralisation. Il nous dit qu'en gros, pour réussir la reprise, il faut que l'État donne enfin les moyens aux collectivités. Et l'idée de ce billet, la grande idée, c'est de dire que les collectivités vont avoir un rôle essentiel dans cette reprise, dans la construction de la reprise économique mais aussi sanitaire, et qu'on le voit déjà, le rôle des maires notamment est primordial dans cette crise, puisqu'on a vu de nombreuses communes faire un peu la chasse, par exemple aux blouses de cantine, pour les envoyer au personnel soignant, ou des surchaussures, pareil, pour aider les infirmières d'un hôpital. Bref, de bidouiller vraiment pour pouvoir participer à cet effort collectif, à cet effort sanitaire. Les régions et les départements également prennent déjà toute leur part dans ce processus, comme par exemple le département de l'Essonne qui a commandé 30 000 tests à destination des EHPAD, ou donc les régions qui peuvent aussi fournir des masques aux hôpitaux, aux pharmacies, aux associations, communes, etc. Et on voit qu'il y a une certaine agilité dans les collectivités, puisque assez rapidement, ils peuvent basculer des crédits qui étaient destinés à faire autre chose à la base, vers cette nécessité sanitaire. Et l'auteur de l'article nous dit que c'est un reproche qu'on peut faire à l'État, c'est ce manque de souplesse, cette bureaucratie, alors il le dit pas comme ça, mais cette lourdeur en tout cas administrative qui permet pas d'agir rapidement, ou en tout cas aussi rapidement qu'il faudrait dans ce genre de crise. Tiens, il utilise le mot bureaucrate, tu vois, l'État bureaucrate, j'étais pas sûr. Et il nous donne deux exemples, notamment un que je trouve assez criant, c'est tu sais les arrêtés municipaux qui imposaient le port du masque dans certaines communes, qui ont été annulés à la demande des préfets. Bon voilà, c'est typiquement le genre de vieux modèle jacobin dépassé, selon l'auteur. Bon, moi je t'avoue que je suis plutôt d'accord avec ce billet. Et bon, on va pas tout lire parce que là c'est assez long, mais grosso modo l'idée c'est de se dire que par la suite, pour vraiment sortir de cette crise rapidement, il faut que l'État donne les moyens aux collectivités. Alors quand on dit les moyens, c'est pas forcément financier, là ce serait plutôt les moyens juridiques d'agir plus rapidement, d'avoir plus d'agilité et de ne pas être comme ça cadenassé par l'État, cadenassé par tout un tas de règles, même s'il faut bien sûr des règles, l'idée c'est pas d'être dans l'anarchie complète, mais d'avoir quand même plus de souplesse encore pour que les collectivités puissent vraiment prendre ce rôle de proximité à bras le corps. Ensuite, alors avant de passer à l'autre article, juste une petite parenthèse, j'espère que tu entends pas trop le vent et la pluie. Pour tout avouer, j'enregistre cet épisode depuis ma buanderie, parce que ma fille fait dodo, c'est l'heure de la sieste, donc voilà, c'est un peu plus roots pendant le confinement, donc on fait comme on peut, mais en tout cas voilà, j'ai pu enregistrer cet épisode, donc c'est déjà pas mal. Donc, article sur lemonde.fr, c'était le lendemain de l'annonce du Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour la suite du déconfinement. Donc on nous donne dans cet article les principaux axes. Alors d'abord, ce que le Premier ministre a dit, c'est que les annonces qui étaient faites n'étaient pas définitives. D'ici le 11 mai, on verra bien comment les choses évoluent, comment le virus évolue. Donc si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, ce qu'il nous dit ici, on ne déconfinera pas le 11 mai, ou alors on le fera de façon plus stricte. Donc une fois qu'on a ça en tête, on peut passer à la suite des annonces. Donc a priori, il y aurait deux grandes phases de déconfinement, du 11 mai à début juin, puis après début juin, jusqu'à l'été. Sauf qu'il y aurait donc un déconfinement différencié entre les départements. L'échelle qui a été choisie a priori, donc c'est le département. À un moment, ça devait être la région, mais le président de la République avait vite dit que c'était pas pertinent. Donc c'est plutôt département par département qu'on va avoir des différents niveaux de déconfinement. Donc il y aura deux catégories. Catégorie verte, où voilà, ces mesures seront appliquées plus largement, et les catégories rouges, donc pour les départements les plus touchés, où voilà, ce sera un déconfinement un peu plus lent. Le Premier ministre nous dit d'abord qu'il y a assez de masques, d'ici le 11 mai il y aura des masques a priori pour tout le monde. Il y a aussi le fait que l'État prenne en charge 50% du coût des masques achetés par les collectivités, donc ça c'est intéressant pour les collectivités. Il y aura aussi des tests massifs pour les personnes symptomatiques.
Donc bon, on peut se poser la question de l'efficacité des tests sur les personnes seulement symptomatiques, mais ça c'est une autre question, hein. Ça, on a quand même bon nombre de scientifiques qui nous disent que ce serait beaucoup plus utile de tester vraiment massivement, mais maintenant, est-ce que l'État en a les moyens, non seulement financiers, mais ça à la limite, bon, c'est vraiment juste un choix politique, mais est-ce qu'il en a les moyens plutôt en termes de logistique? Hein, est-ce que on n'a pas déclenché tout ça trop tard? Hein, je te rappelle, on en avait déjà parlé, les laboratoires vétérinaires, depuis mi-mars, ils faisaient la demande au gouvernement de pouvoir agir et de pouvoir tester massivement. Il y a eu 2 ou 3 semaines, je crois, de mémoire, sans réponse du gouvernement, donc on a perdu du temps à ce niveau-là. Donc voilà, peut-être qu'aujourd'hui on manque de tests aussi, et que ce choix des personnes, des tests massifs seulement sur les personnes symptomatiques s'explique pour ça. Bref, on a aussi des brigades départementales pour identifier les contacts de ces personnes symptomatiques. Un retour à l'école très progressif, on en a déjà parlé forcément. Et bon, quelque chose d'intéressant pour toi si tu télétravailles, c'est que le Premier ministre a indiqué qu'il fallait vraiment poursuivre le télétravail autant que possible. L'idée, c'est pas de renvoyer tout le monde le 11 mai au boulot, alors au bureau ou dans d'autres endroits où tu travailles, hein. Tout le monde ne travaille pas dans des bureaux, bien sûr, mais en tout cas pour les personnes qui ont un taf de bureau et qui peuvent télétravailler, le message du Premier ministre, c'est continuer. En tout cas, le message aux employeurs, c'est de dire, tant que c'est possible, continuez le télétravail. Ensuite, quelque chose qui doit t'intéresser, c'est que bon, il est possible de circuler à partir du 11 mai sans attestation, mais seulement jusqu'à 100 km de son domicile, sauf exception bien sûr pour motif impérieux, familial ou professionnel. Et le port du masque sera obligatoire pour tous, hein, dans les transports publics, en tout cas dans un premier temps. On a aussi une réouverture des commerces, sauf pour les cafés et les restaurants. Bref, on voit que à partir du 11 mai, bon, je vais pas aller jusqu'au bout de l'article, si ça t'intéresse, tu pourras aller voir. De toute façon, je pense que c'est quelque chose que tu as déjà vu, hein, même peut-être à la télé. Mais voilà, c'est un article qui résume plutôt bien les différentes annonces, en tout cas les principales, d'Édouard Philippe. Ensuite, je t'ai partagé, c'était jeudi, une vidéo du média à propos des éboueurs. Donc le titre c'est Covid-19 pour l'honneur des éboueurs. Je trouve que c'est vraiment une jolie vidéo qui premièrement rend hommage aux travailleurs de la seconde ligne. Tu sais, on appelle ça un peu comme ça en ce moment. Première ligne, c'est les soignants. Deuxième ligne, c'est voilà, les éboueurs, les caissières, les livreurs, etc. qui continuent à travailler, hein, même depuis le début du confinement. Donc premièrement, bien sûr, pour leur rendre hommage, et c'est ce que fait en partie la vidéo, mais elle va un peu plus loin que ça, en expliquant aussi que, bon, premièrement, c'est quand même dommage qu'il faut attendre le confinement pour se rendre compte de l'importance de ces personnes et de leur métier. Et deuxièmement, un message d'espoir, un message même de lutte, on pourrait dire, sur le fait que ces personnes ne doivent pas être les grands oubliés de l'après-crise. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a vraiment des métiers utiles et des métiers non pas inutiles, mais voilà, pas essentiels à notre vie physique en tout cas. Et bon, bah clairement, il y a une inversion des choses où on se rend compte qu'il y a beaucoup de métiers qui sont utiles physiquement, hein, utiles pour notre survie tout simplement, qui sont très mal considérés. Les éboueurs en font partie. Hein, sans éboueurs, bah, c'est vraiment en termes de virus, ce serait encore bien pire. Donc non seulement on doit les considérer humainement, on doit les respecter, on doit respecter leur travail, mais en plus de ça c'est juste à l'échelle de nous, hein, de la population, mais on va dire à une échelle un peu plus haute dans la hiérarchie sociale, ce sont des métiers qui, selon moi, doivent être reconsidérés en termes de salaire, en termes de conditions de travail, et il serait, alors j'allais dire intéressant, c'est avec beaucoup de guillemets que j'utilise le mot, de voir à terme comment le virus s'est propagé par catégorie socio-professionnelle. Je serais vraiment curieux de savoir, parce que ça a déjà été le cas, il y a déjà eu des petites études qui ont été faites, notamment aux États-Unis, il me semble, de mémoire, et il y a une vraie inégalité sociologique face au virus. On a vraiment des corps de métier qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Et malheureusement, aujourd'hui, bah, les personnes qui continuent à travailler sur le terrain sont plus exposées que les personnes confinées. Donc voilà, il y a vraiment une inégalité par rapport à ça, et j'espère sincèrement qu'il y aura de vraies rétributions en salaire, mais pas que, qu'il y aura une vraie réflexion sur l'organisation qu'on aura après ce virus, pour toutes ces professions qui nous sont si utiles. Donc vraiment, vidéo fait 10 minutes, je t'invite vraiment à la regarder. Et enfin, un article sur Le Monde, à propos, bon, toujours
de la réouverture des établissements scolaires. C'est un peu le sujet le plus chaud cette semaine. C'est une interview de Violaine Morin, qui est journaliste chargée de l'éducation, qui a répondu aux questions des lecteurs du Monde sur ce déconfinement et sur le retour à la vie scolaire. Et ce qu'on nous dit en titre, c'est pour ça que c'est intéressant aussi pour nous, c'est que les ministres ont délégué une partie des décisions aux collectivités locales. Et ça, c'est une idée qu'il faut bien que tu aies en tête pour tes révisions, pour tes éventuels futurs euros. C'est que cette crise, on voit qu'il y a un basculement depuis quelques temps là, où l'État se décharge, entre guillemets, beaucoup sur les collectivités. Ça, ce serait le pendant négatif de la chose. Si on veut le voir de façon positive, c'est le gouvernement s'appuie sur les collectivités locales et sur justement cette notion de proximité qui fait que les collectivités peuvent plus facilement mettre en place certaines choses sur le terrain. Donc il y a vraiment plusieurs questions intéressantes, je te laisserai aller voir parce que c'est assez long, mais on nous dit plusieurs choses. Bon, on nous confirme déjà que les familles, enfin un certain nombre de familles sont pas chaudes pour renvoyer leurs enfants à l'école. On nous donne plus de détails sur les retours, notamment dans les collèges, etc., comment ça va se passer. Une donnée intéressante pour nous à la territoriale, c'est la question, est-ce que les maires ont l'obligation de rouvrir les cantines? Ça, c'est une question qu'on pourrait tout à fait te poser dans le cadre d'un futur oral. Eh bien la réponse est non. Le ministre Blanquer a insisté sur la notion de souplesse locale. Il y a une vraie prise de décision possible au niveau des communes. Il y a une véritable délégation d'une partie des décisions aux collectivités, ce qu'on nous dit ici, au-delà du protocole sanitaire qui est national. Donc il y a une base, on va dire, nationale, mais les collectivités ont quand même un peu de latence pour agir selon leur réalité locale, selon par exemple le fait que tel ou tel bâtiment scolaire est apte à accueillir des enfants ou pas, et dans quelles conditions. Donc il y a quand même une certaine souplesse, et donc une commune peut très bien décider que la cantine, c'est un service public qu'elle ne peut pas assurer dans de bonnes conditions, et donc dans ce cas-là, les enfants pourront par exemple apporter leur déjeuner et manger dans la salle de classe. Après, bien sûr, faut pas oublier que, alors ça c'est le ministre qui le dit, le sujet de la cantine est essentiel, parce que pour certains enfants, le repas à la cantine, c'est le seul repas équilibré de la journée, donc c'est vrai que il y a quand même une dimension sociale qu'il faut pas oublier, dans ce marasme sanitaire. Faut pas oublier le social, mais c'est toujours dans la possibilité ou la non-possibilité des communes, des écoles, d'organiser les repas. Donc voilà, le sanitaire l'emporte quand même sur le social, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Bon, et puis voilà, d'autres considérations plus précises, sur lesquelles on avait déjà un petit peu discuté auparavant. Mais voilà, cet article, je l'ai sélectionné pour vraiment un peu enfoncer le clou, pour que tu gardes bien en tête après cette vidéo que l'État, cette semaine, et déjà un petit peu avant, insiste vraiment sur le fait que les collectivités vont avoir un grand rôle dans cette sortie de crise sanitaire. Donc c'est un sujet qui intéresse beaucoup les membres de jury de la territoriale, puisque les membres de jury, ce sont des personnes qui travaillent déjà dans la territoriale, ou par exemple des universitaires qui ont comme objet de recherche la fonction publique territoriale. Donc voilà, tout le petit monde de la territoriale est aux aguets sur ce type d'article, donc à toi d'en faire de même. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine, j'espère que tu as appris 2-3 trucs comme d'habitude, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!